588T, le procureur contre Popovich et consorts. Je vous remercie, le président, je vous remercie. Tous les accusés sont là pour le compte-rendu d'audience. Monsieur McCloskey du côté de l'accusation et les équipes de la défense sont au complet, me semble-t-il. Avant de poursuivre hier, à cause de Maître Jivanovic, nous n'avons pas abordé les différentes questions d'intendance qui étaient prévues. Abordons ces questions-là maintenant, avant que je ne donne la parole à Maître Stoich. Maître Joss, lorsque nous nous sommes revus pour la première fois la semaine dernière, revus à nouveau la semaine dernière, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez faire une demande soit par écrit, soit par oral pour que vous souhaitiez présenter au nom de votre client. Nous vous avions dit pas maintenant. Si je vous ai bien compris, vous nous avez dit que vous alliez faire une demande dans ce sens. En temps utile, je souhaite savoir où nous en sommes, eu égard à cette question. Maître Joss, je répète ce que j'ai dit l'autre jour. Je suis disposé à déposer cette demande à votre convenance. Le général Guerrero souhaite faire une déclaration. Cette déclaration sera d'une durée de 15 à 20 minutes. Pour ce qui est de ma demande en son nom, pour qu'il soit autorisé à faire une telle déclaration, encore une fois, je me remets à vous. Je ne sais pas si vous souhaitez que je dépose la demande maintenant. Le président, est-ce que ce temps sera déduit des 2h30? Maître Joss, c'est quelque chose que j'allais aborder dans mon argument parce que je pensais bien que ceci poserait problème. Cela ne vous surprendra pas que je vous demande que ce temps-là ne soit pas déduit du temps du Conseil de la Défense. Le président, un instant, s'il vous plaît. Je voulais simplement connaître votre position. Yeah, okay. Yes, Le président, oui, Maître Bourgon, la même question, Maître Bourgon, oui, tout à fait, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, il s'agit de la même question, Monsieur le Président. Drago Nikolic nous a indiqué qu'il souhaite également dire quelques mots à la fin de la présentation de nos arguments, à savoir si c'est aujourd'hui ou à la fin du procès. Il souhaite avoir 5 minutes. C'est au juge de la Chambre d'en décider. Monsieur le Président, Monsieur McCloskey, je n'ai pas d'objection à soulever eu égard à ces déclarations compte tenu du temps. Et sur la question du temps non plus, le Président. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'un des accusés souhaite faire une déclaration? Bien, Maître Joss, je souhaite vous dire que nous préférerions que cette déclaration soit faite par notre client à la fin de tous les arguments présentés par les différentes équipes de la défense. Et j'allais surtout me reposer sur quelques mots dits par Monsieur le juge Horry à la fin de l'affaire. Dans l'affaire Kreisnitz, lorsqu'il dit ceci est quelque chose qui prévaut dans la tradition continentale, page 27449 du compte-rendu d'audience dans l'affaire Kreisnitz. Le président, je vous remercie. Comme si nous ne le savions pas.
So, when you are in Rome, do as... Le président, il faut, lorsqu'on est à Rome, faire comme font les Romains. Nous sommes sur le continent, Maître Joss et Maître Bourgon. Nous proposons donc que votre client présente ses déclarations à la fin de la présentation des arguments des parties. Plaidoirie et réquisitoire, je vous remercie. Donc ça, c'est le premier point. Un instant, s'il vous plaît. Réquisitoire des équipes de la défense. Un instant, s'il vous plaît. Yeah, and the time take... Le temps de ces déclarations ne sera pas déduit de votre temps de 2h30. Maître Josse, pardonnez-moi, madame, monsieur le juge, je souhaite préciser quelque chose, s'il vous plaît. La Chambre de première instance souhaite que notre client fasse leur déclaration à la fin de nos arguments ou à la fin de toute la présentation de tous les arguments. Le président, tous les arguments. Maître Josse, oui, c'était effectivement ma préférence aller dans ce sens. Je vous remercie beaucoup. Le président, la même chose vaut pour vous, Maître Bourgon. C'est ce que nous entendions en tout cas. Maintenant, l'équipe de défense de Bandorovitch. Après le témoignage de M. Yertevich, j'espère que ce n'était pas un témoin protégé. Vous avez versé au dossier le 17 décembre 3 documents qui n'ont pas encore été admis officiellement. 7D, 1086, 1087 et 1090. On nous a indiqué que l'accusation ne s'y oppose pas, les co-accusés ne s'y opposent pas non plus lorsque cette question a été débattue dans le prétoire. Nous devons prendre une décision là-dessus. Si cela est confirmé et qu'il n'y a pas d'objection de la part de l'accusation ni des autres co-accusés, nous allons admettre officiellement ces documents. Maître Haynes, Maître Hayes, j'étais en contact avec les représentants du greffe et M. McCloskey sur ce point. Je croyais que ces documents avaient été admis. Je crois qu'il s'agit des calendriers, quelque chose comme ça, le président. Oui, mais ils n'ont pas été admis officiellement, Maître Haynes. Très bien, McCloskey. Pas d'objection, Monsieur le Président. Le Président, donc, nous n'entendons pas d'objection des autres équipes de la défense. Donc, ces 3 documents sont admis. La défense, l'équipe de défense de Popovitch, le 1er septembre environ, je crois que c'était le 1er septembre, l'équipe de défense de Popovitch a déposé 2 requêtes, l'une portant sur l'approbation d'une révision d'une traduction, l'autre pour l'autorisation portant sur la suppression d'une page de la pièce en question. Le temps de réponse de la part de l'accusation ou des autres équipes de la défense temps court toujours, mais vous pouvez nous dire ce qu'il en est et nous dire si oui ou non vous avez des objections à opposer à ces 2 requêtes. Ceci faciliterait notre travail et nous serions mieux en mesure de rendre une décision sur ces 2 requêtes maintenant. Monsieur McCloskey. Monsieur le Président, je me souviens avoir vu ceci brièvement. Si je puis revenir vers vous avant la fin, en tout cas certainement avant la fin de l'audience aujourd'hui, je suis sûr que je vais avoir une réponse par voie électronique. Je pense que cela ne pose aucun problème, mais je veux simplement m'en assurer. Le Président, je vous remercie. Et les autres équipes de la défense souhaitent-elles dire quelque chose à ce sujet? La défense Borovchanin. Le 4 septembre, vous avez déposé une requête aux fins de lever la confidentialité de certaines écritures. La décision portait sur le 10 août 2009, la requête qui avait été déposée aux fins de communiquer des documents à décharge. D'après nous, d'après ce que nous avons compris, l'accusation ne s'oppose pas à cette requête. Ce sont les informations dont nous disposons à l'heure actuelle. Je souhaite que M. McCloskey confirme cela. Et si les autres équipes de la défense ont quelques préoccupations, objections à cet égard, donc à l'égard de la requête Borovchanin.
Monsieur McCloskey, pas d'objection, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Nous n'entendons pas d'objection de la part des autres équipes de la défense, donc nous faisons droit à cette requête. Le 4 septembre, l'accusation a déposé une requête aux fins de déposer une version caviardée publique du chapitre 14, à savoir le chapitre qui porte sur le prononcé de la peine de son mémoire en clôture. Y a-t-il des objections à cet égard? Je vous demande de bien vouloir répondre maintenant, s'il vous plaît, plutôt que d'attendre les délais. Y a-t-il des objections de la part des équipes de la défense à la requête déposée ou à la demande posée par l'accusation? Pas d'objection. Donc, nous faisons droit à cette requête, Monsieur McCloskey. Maître Bourgon. Maître Bourgon, merci, Monsieur le Président. Sur ce point, nous souhaitons savoir quelle est la position des juges de la Chambre. Si la juge de la Chambre souhaite que les parties déposent les versions caviardées publiques de nos mémoires en clôture respectifs, ou si nous gardons simplement la version confidentielle qui avait été déposée par toutes les équipes. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je ne sais pas très bien, je vais voir. Je ne sais pas si je vous ai bien compris. À ma connaissance, la plupart des mémoires en clôture de la défense ont été déposées de façon confidentielle, mais elles sont publiques aussi. Je me souviens avoir vu quelques versions publiques. Public version, definitely. They were all Certains mémoires étaient publics. Tous les mémoires de la défense étaient à l'origine confidentiels. all right. Mr. Bourgon. Le président, Maître Bourgon, et vous autres, nous préférerions en réalité que ce qui peut être déposé publiquement doit être publié, doit être déposé publiquement, que ce soit l'accusation ou la défense, parce que c'est dans l'intérêt du public que de connaître les différentes positions dans cette affaire. Cela prendra du temps pour chacun d'entre vous, peut-être, de faire les explications nécessaires, mais nous préférerions que vous déposiez vos mémoires en clôture de façon publique pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et on vous invite quasiment à le faire. Bien, Maître Bourgon, je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, dans l'intervalle, nous faisons droit à votre requête, Monsieur McCloskey. Et la même chose vaut pour vous également. Je ne sais pas si c'est très facile pour vous, parce que cela n'est pas très simple, je le sais. Quoi qu'il en soit, vous pouvez le faire. La question de quelques pièces qui ont encore des cotes provisoires. Nous sommes en train de solutionner ce problème. Et la question de quelques traductions qui sont encore en cours. Nous allons peut-être être obligés de fixer une date, un délai pour le dépôt des traductions en instance. Monsieur McCloskey, vous nous avez indiqué que vous travaillez sur l'expurgation des informations confidentielles contenues dans les écoutes téléphoniques, de façon à pouvoir les télécharger dans le système électronique à la fin de la présentation des réquisitoires et plaidoiries. Est-ce que vous pouvez nous mettre à jour sur ce point, s'il vous plaît? Monsieur McCloskey.
Monsieur le Président, on vient de me dire que toutes les explications sont terminées. Il s'agit simplement de télécharger ceci dans le système électronique du prétoire. Cela prend un certain temps, mais cela sera certainement terminé d'ici la fin de la semaine. Le Président, je vous remercie tous et toutes pour votre coopération et nous pouvons passer à vous, Maître Stojic. Rien d'autre à ajouter, Maître Jivanovic, n'est-ce pas? Maître Jivanovic. Madame, Messieurs les juges, je souhaite simplement m'excuser pour hier parce que j'ai dépassé mon temps hier. Le Président, comme nous le savons tous, nous faisons preuve de beaucoup de patience parce que je ne parle pas en mon nom propre, je parle également au nom de mes collègues. Et nous savons que la patience est une vertu qu'ont tous les juges. D'un autre côté, nous pensons qu'il s'agit d'une question de courtoisie élémentaire. Je ne suis pas en train de vous attaquer, mais nous estimons que, compte tenu de cette courtoisie élémentaire, vous et vos collègues, vous devriez nous prévenir à l'avance et nous dire quand vous allez commencer aujourd'hui ou demain. De toute façon, voilà. Je vous remercie pour vos quelques paroles et nous allons maintenant entendre Maître Stojic. Maître Ivanovic, merci. Le Président, merci. Maître Stojic. Un instant, s'il vous plaît, Maître Stojic. Juste et de façon approfondie sont deux concepts que nous attendons dans nos procès. Ceci est un critère essentiel auquel on doit adhérer de façon stricte dans une affaire aussi extraordinaire et importante qui est présentée au juge de la Chambre. Mon nom est John Ostojic et avec Predrag Nikolic et l'équipe de la défense, nous représentons les intérêts de Ljubisha Behara. Le bureau du procureur dans cette affaire a présenté ses commentaires en guise de préambule et a abordé avec les juges de la Chambre ses propos indiquant que c'était un privilège de pouvoir présenter ses arguments à cette Chambre et nous souhaitons nous joindre à leurs commentaires. Sans aller plus avant dans le détail, nous souhaitons certainement remercier l'ensemble du personnel, les traducteurs, les interprètes, les sténotypistes ainsi que Maître Stewart qui nous a aidés à la préparation de ces documents dans cette affaire. Ceci a été un long voyage et nous arrivons à la fin de ce voyage. Pour les juges de la Chambre, comme vous le savez, c'est le début d'un processus de délibération. Nous avons analysé les éléments de preuve différemment ou sous un angle différent par rapport à la position de l'accusation et nous espérons que ce plaidoiries mettront la lumière sur certains points et nous allons vous faire part de notre point de vue tout à fait personnel. Nous estimons que l'accusation a ignoré ou simplement n'a pas compris certains points. Nous ne sommes pas en train de remettre et de contester tout ceci parce que nous le souhaitons. Nous contestons ceci parce que nous pensons qu'ils ont adopté et utilisé certains éléments de preuve, qu'ils les ont manipulés de façon à ce que ceci puisse correspondre à leur thèse. Une thèse qui signifie que un modèle peut être appliqué à tous les éléments. Une thèse qui, dans leur déclaration à l'origine, au mois d'août 2006, indiquait qu'ils ne pensaient pas à la culpabilité collective. Mais lorsqu'on regarde véritablement les éléments de preuve, vous constaterez que leur thèse indique qu'un modèle convient à tous, que tout Serbe qui se trouve dans la VRS devrait être déclaré coupable. Nous demandons au juge de première instance, par conséquent, d'analyser tous les éléments de preuve, si vous voulez, et nous sommes confiants. Nous savons que vous allez tout analyser de façon minutieuse à la fois les éléments présentés par l'accusation ainsi que les éléments présentés par la défense.
Le bureau du procureur a de façon très judicieuse présenté des quasi-vérités, des éléments qui n'ont pas été confirmés, qui sont contradictoires, des déclarations qui sont incohérentes par des témoins qui ont un parti pris, qui ne sont pas fiables et des documents qui ne sont pas tout à fait exacts, dans une tentative assez futile d'établir que Lubisha Behara aurait été impliqué dans les crimes allégués dans l'acte d'accusation. Afin de tester la validité de la thèse de l'accusation, j'avance avec tout le respect que je vous dois qu'il y a une approche pratique et pragmatique qu'il faut adopter ici. Il ne s'agit pas d'un simple un modèle convient à tous qui a été présenté par l'accusation. Cela ne suffit pas. Je pense véritablement que l'accusation n'a pas été juste et je pense que l'accusation n'a pas présenté ses moyens de preuve de façon suffisamment approfondie. Et pourquoi disons-nous que ceci n'est pas juste? Je vous soumets que les juges de la Chambre, qu'ils ont ignoré les éléments de preuve, bien que ce soit leur devoir et non pas le nôtre que de présenter les éléments de preuve aux juges de la Chambre. C'est sur eux que repose la charge de la preuve. Quels éléments de preuve, en bref, ont-ils écarté? Miloš Tomanović, par exemple, le chauffeur de Lubisha Behara, une personne qu'ils ont interviewée, une personne dont nous avons essayé d'obtenir la déclaration et de la verser au dossier. Et sauf votre respect, cette demande a été rejetée. D'autres éléments de preuve. Quels sont les autres éléments de preuve qu'ils ont ignorés? Nous avons entendu M. Stolian qu'il n'y a aucun élément de preuve sur ces 1500 à 3000 hommes de Bosnie d'une colonne qui auraient été tués lors d'engagement au combat légitime de mines antipersonnelles ou de suicide. Comment pouvait-il ignorer les éléments de preuve d'une source indépendante, tels que le rapport de Edward Joseph à la pièce 1D 374? Pourquoi ont-ils ignoré ces éléments de preuve? Comment auraient-ils, après avoir entendu ce témoignage, ne pas en tenir compte et ou en tout cas ne pas faire de rapprochement, de surcroît, sur la question de la colonne? Ils ont complètement ignoré non seulement les éléments de preuve indépendants de M. Joseph, mais ils ont ignoré les éléments de preuve de leur propre enquêteur, Dušan Jans, qui a expliqué, je crois, pendant le contre-interrogatoire, qu'il y avait des engagements au combat légitime qui se sont déroulés et que d'après ses estimations, quant au nombre de personnes qui avaient péri, il y avait un certain nombre qui ont péri dû à ces engagements au combat. Il nous donne un argument qui relève du fantastique. Ils indiquent qu'il y avait des restes qui ont été retrouvés à la surface. Et c'est cela qu'ils entendent nous présenter. Ils ignorent les éléments de preuve indépendants des Nations Unies, de personnes qui étaient là sur les lieux et sur les sites. Ils ignorent leurs propres enquêteurs. Mais de façon plus importante, ils ignorent les victimes, les éléments de preuve qui ont été présentés dans cette affaire, ainsi que les déclarations de différentes personnes qui étaient en réalité dans la colonne. Les hommes musulmans de Bosnie qui ont traversé Shunshari et qui ont réussi à arriver jusqu'à Tuzla et Kladagne. Ils ont présenté des éléments dans cette affaire et ils ont dit, dans certains cas, comme ils l'ont indiqué à plusieurs reprises, nous avons constaté qu'il y avait 500 cadavres dus aux engagements au combat, 1000 autres par exemple, et 1500 à un autre endroit. Comment pouvaient-ils ignorer ces éléments de preuve? Simplement parce que cela ne concorde pas avec leur thèse. Et ils ignorent les éléments de preuve parce qu'ils ont insisté et présenté cette thèse de cette façon-là qui est tout simplement inexacte. Et à mon sens, ils essayent de manipuler les faits. Et ils ont parlé de moi, ils ont parlé de différents témoins de la défense, et nous parlons toujours de la même chose. Ils ignorent certains éléments de preuve. Ils n'ont pas abordé la question de M. Diaco de Berryfield. Il est venu ici pour nous montrer quelle était l'intention de Behara, que c'est un homme, que c'est une personne, que c'est un collègue, qu'il avait des contacts avec les autres groupes ethniques. Monsieur Inaudible était un homme, monsieur concis et précis, et c'est ce qu'il a dit à propos de M. Behara. Ils ont simplement écarté tout ceci. De surcroît, et peut-être de façon encore plus importante, ils ignorent les éléments de preuve de 2DPW19. C'était un homme musulman de Bosnie qui est venu ici pour la même raison, pour parler au juge de la Chambre de l'intention
de M. Béara, de ce que pouvait être cette intention, comment ces rapports, comment fonctionnaient ces rapports avec les autres groupes ethniques. Sa position est tout à fait simple. Ils écartent et ignorent simplement ce qui pourrait les aider et qui pourrait aider un accusé dans cette affaire. M. McCloskey nous a promis certaines choses tout au long de ce procès, à la fois au niveau de sa déclaration liminaire et plus récemment au niveau de son réquisitoire. Il a dit « Je m'en tiens à ma parole. Ce que j'ai dit dans le prétoire est ce que j'entends. » Il nous a dit encore une fois la semaine dernière que s'il n'y a que 2 interprétations raisonnables que les juges de la Chambre peuvent faire, il faut accepter l'interprétation en faveur de la défense. Tout au long de ce procès, si vous regardez chaque élément de preuve, ils ne se sont jamais mis dans la position de la défense. Ils ont une vision étroite des éléments de preuve. Et moi, j'ai adapté cette vision et j'ai essayé de me mettre à leur place. Je pense véritablement que l'accusation n'a pas été juste en raison de la distorsion des éléments de preuve. Regardez simplement la pièce 7D, 2D 642. C'est ce qu'on appelle une conversation téléphonique interceptée croate. Et je ne sais toujours pas pourquoi ceci est associé à la pièce 7D et à la pièce 2D. On leur a donné ce numéro-là. Mais on m'a indiqué que c'est cela. Donc c'est le 642. Regardez la date, c'est celle du 13 juillet. Regardez l'heure ici, 11h25. L'accusation, lorsque j'ai présenté ces éléments de preuve à cet homme, m'a indiqué qu'il s'agissait d'éléments à décharge. Leur position, telle qu'elle est illustrée, leur position, correction de l'interprète, reprise dans le mémoire en clôture, c'est que ceci était à dessein quelque chose qui devait tromper, que M. Béara était rusé dans toutes les actions qu'il a entreprises. C'est ainsi que nous comprenons leur position. S'il existe des éléments de preuve à décharge ou en faveur de l'accusé, tout ce qu'ils sont en mesure de dire, c'est qu'ils étaient rusés, qu'ils ont menti ou qu'ils ont trompé de façon délibérée. Monsieur Van de Preux, et je m'excuse si je mentionne son nom parce qu'il n'est pas ici aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il entend et qu'il écoute, a remis en cause cette pièce et a contesté notre position là-dessus. Il a indiqué au juge de la Chambre dans son réquisitoire que la défense aurait dû regarder le document et savoir d'où le document venait. La défense aurait dû retrouver la source. La défense aurait dû déterminer qui étaient les orateurs lors de la conversation, quels étaient les locuteurs au regard à ce document. Sauf votre respect, ceci n'est pas notre travail, ce n'est pas à nous de le faire, mais c'est le travail de l'accusation. Parce qu'ils souhaitent, nous disent-ils, que la vérité soit mise au grand jour. Ils ont saisi ces éléments de preuve, ils ont cette capacité et suffisamment de personnel pour répondre à toutes les questions de M. Van de Preux. Nous souhaitons que ces éléments de preuve soient entendus. Nous souhaitons savoir qui a été enregistré sur cette cassette. Nous souhaitons savoir quelle est la source de ces commentaires. Vous trouverez cela intéressant. Il est certainement intéressant de constater que l'accusation, d'un côté, trouve que ce sont des éléments à décharge et d'un autre prétend que ceci est trompeur et que cela a été fait de façon délibérée. M. Van de Preux nous dit les deux ne peuvent pas coexister. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Lorsque nous parlons de manipulation des éléments de preuve, j'ai été un petit peu surpris de constater que l'accusation se reposait sur certains témoins, en réalité des témoins qu'ils ont appelés des menteurs et qu'ils corroborent les éléments de preuve avec ces témoins alors qu'ils ont indiqué qu'il s'agissait de menteurs. Les deux ne peuvent pas coexister. Je vous en prie, allez-y, Maître Stoich. Nous avons également entendu l'accusation se reposer sur des éléments de preuve présentés par une
par une personne et ensuite utiliser ceci pour corroborer leur affirmation au juge de la Chambre en disant que ceci était suffisant et permettait d'étayer la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Par exemple, s'il y a un témoin qui a... Si moi-même j'étais un témoin et que je venais écrire quelque chose et témoigner à propos de quelque chose ou y réfléchir, est-ce que je peux utiliser mon propre document pour corroborer cela ? Ou est-ce qu'il ne s'agit que d'un facteur que l'on pourrait prendre en compte? L'accusation n'a pas d'éléments qui n'a pas d'éléments de preuve qui permettent de confirmer leur thèse. Et ceci est vrai pour Louisa Behara. Je vais encore aborder avec vous les éléments de preuve si vous m'en accordez le temps. À vrai dire, et en bref, ils nous fournissent une quantité. C'est plutôt la quantité que la qualité. Ils affirment qu'ils avaient 14 témoins qui ont vu M. Behara du 10 au 16 juillet. Et ensuite dit de ces témoins qui l'auraient vu les 13 et 14 juillet 1985. J'avance au juge de la Chambre. Si vous regardez la qualité de ces témoins, par opposition à la quantité de ces témoins, regardez un petit peu. Sauf votre respect, nous allons, j'espère, avoir le temps d'aborder tout ceci. L'accusation, de temps en temps, arguait du fait qu'ils avaient des événements qui étaient cohérents, qui correspondaient à un certain fait. Mais ce n'est pas le critère retenu ici. Ils doivent prouver tout ceci au-delà de tout doute raisonnable et de façon à pouvoir en tirer des conclusions. Lorsque nous parlons de critères, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de M. Van der Poel qui a dit l'autre jour, eu égard au témoin de M. Behara, ce n'est pas le critère, M. Van der Poel. M. Van der Poel, l'accusation, à mon sens, utilise un système avec deux critères. Le critère est que les jeunes hommes qui viennent ici viennent témoigner devant la Chambre et font une l'analyse des éléments de preuve de Mirko Jankovic. Je sais qu'il y avait une petite confusion eu égard à la question des réensevelissements à propos de M. Behara. Le seul témoin qu'ils avaient à propos des réensevelissements était celui qu'ils ont abandonné. Et ils n'ont pas fait peser cette charge sur notre client. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas fait peser cette charge sur lui, bien qu'il y ait une petite confusion qu'il y ait une certaine confusion dans leur mémoire en clôture à propos de cela. Ils ne se sont même pas reposés sur Mirko Jankovic eu égard à la position réelle qu'il occupait eu égard aux enterrements dans les feux secondaires parce qu'ils ont entendu et revu son témoignage dans un contexte approprié. Quoi qu'il en soit, il suit M. Jankovic comme étant soi-disant un témoin qui aurait vu Behara le 10 et le 12 juillet 1995 à Bratunac.
Ces deux éléments ne peuvent pas coexister. Le bureau du procureur prétend que Béara ne portait pas toujours des lunettes. Ils ont essayé de montrer que le professeur en charge de l'accusation. Nous avons présenté nos arguments. Ils ont reconnu avoir appelé M. Béara un vaisseau vide, mais ils ont dit que nous disposons d'éléments de preuve, comme l'a dit, je lui donnais des ordres. Nous ne pouvons pas établir de lien. Ils ne l'ont pas fait. De tels éléments existent eu égard aux contacts et ordres et correspondances ou rapports entre M. Béara et le général Mladic. On m'a informé, avec la permission de la Chambre, si je peux passer à huis clos partiel pendant quelques instants. Le président, bien sûr, passons à huis clos partiel quelques instants. Le juge adjus. Maître Ostojic, nous sommes à huis clos partiel. Maître Ostojic. Ici, Monsieur le Président, j'ai été assisté et conseillé par Miko Jankovic, qui était un témoin protégé. Je pense que j'avais ceci dans mes notes. PW 138, dans la mesure du possible, dans la mesure où c'est exact, je souhaite que les juges, le Président, bien, il y a différentes parties que vous avez besoin d'expurger, Monsieur le greffier. Nous en remettons au greffier et je vais signer les ordres d'expurgation par la suite. Poursuivons, le Président. Nous sommes en audience publique, M. McCloskey. Merci. Maître Stojic, je vous remercie. Le Président, Maître Stojic. Le Maître Stojic, merci. L'accusation a également indiqué que Lyubisha Béara était un vaisseau vide. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils ont dit. De vendredi dernier, il nous a également dit, si vous vous souvenez bien, que dans la déclaration liminaire, qu'il y avait un idiot, mais que Lyubisha Béara, il ne peut pas... Naïve to n'arrive pas à la cheville de Blagojevic ou des autres commandants du reste. On leur a demandé d'expliquer ce qu'ils entendaient au procès et de vous montrer qu'ils adoptaient une vision cohérente. Ils n'ont pas expliqué pourquoi ils ont appelé M. Béara un vaisseau vide ou pourquoi ils ont utilisé cet idiome de savoir qu'il n'arrivait pas à la cheville des autres commandants. Donc, il faut analyser les choses en profondeur. Je crois que l'accusation sait que pendant le contre-interrogatoire de différents témoins, nous avons aussi démontré au juge de la Chambre qu'ils n'ont pas été suffisamment rigoureux, la rigueur et la justesse, et qu'ils n'ont pas complété leur estimation, à savoir si c'est une question de méthodologie, si cela porte sur les éléments qu'ils ont utilisés ou l'analyse qu'ils ont fournie. Le caractère complet n'est pas nécessaire dans toutes les affaires pénales à mon sens, mais le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable l'est. Nous allons dire au juge de la Chambre qu'ils ont omis de citer les éléments de preuve pertinents, cruciaux et nécessaires. C'est peut-être naïf de penser que quelqu'un peut accuser quelqu'un et ne pas pouvoir justifier de ses accusations. L'accusation, à mon sens, ne l'a pas fait. La défense a été limitée. Lorsque je dis ceci à l'honorable Chambre, qu'ils ont omis de citer les éléments de preuve pertinents, nécessaires et cruciaux. Je pense à Nova Kasaba, 14 juillet 1995. Je fais référence à M. Egbers, comme chacun le sait. Les éléments de preuve indique ce qui se serait passé ce jour-là. Et cela ne s'est pas passé comme cela s'est passé avec bon nombre de leurs 14 témoins qui se sont trouvés face à face avec M. Béara. Bien que lorsque il y a personne d'autre pour indiquer que personne n'a vu ces 14 témoins. La réunion avec M. Embers était entre lui et au moins 4 personnes qui étaient présumément présentes, d'après M. Egbert. Zoran Malinic était là également. Pourquoi l'accusation n'a pas cité cet homme comme témoin ? Est-ce que peut-être il mettait en doute ce qu'il allait dire? Peut-être l'accusation a cité Zoran Malinic dans sa liste 65 terres. L'accusation sait que la liste 65 terres ne concorde pas avec ce qui est écrit dans la déclaration lors de l'entretien avec M. Malinic. Ils ont donc l'obligation, s'ils souhaitent confirmer les éléments de preuve et montrer à la Chambre de tout doute raisonnable que M. Béara était présent, disent-ils à Nova Kasaba. Ils auraient dû au moins citer Zoran Malinic, bien sûr, et donner mais à ce moment-là, ils avancent le même prétexte. Tous les Serbes sont des menteurs. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là qui ont été impliqués dans cette guerre. Pourquoi n'ont-ils pas cité à la barre l'interprète Nesboya, qui était neutre? Il était là.
Et il avait accès à cet homme, il a même organisé un entretien avec lui, il les a rencontrés, les enquêteurs devraient être... Les enquêteurs auraient certainement pu nous convaincre, ou on aurait pu leur demander, ou on aurait pu les citer à comparaître. Le citer à comparaître. Oublions, laissant de côté Zoran Malinic et l'interprète Neboshia. Et ils sont à 2 heures de La Haye. Je crois que la ville de Hansen, je prononce peut-être mal, ils auraient pu citer l'ancien collègue d'Egbers du bataillon néerlandais, Faji Lutki. Ils l'ont interviewé, ils ont recueilli ses déclarations. C'était de leur devoir de présenter les éléments de preuve s'ils pensaient qu'ils pouvaient prouver que M. Béhara était présent au-delà de tout raisonnable. Le fait qu'il n'ait pas présenter de tels éléments de preuve, à mon sens, suggère qu'il y a un doute quant à sa présence, plus particulièrement compte tenu de la déposition de différents témoins de la défense. Cela fait peu de doute qu'il y a effectivement un doute sur la présence de Béhara à cette date-là. Pour finir, eu égard à l'équité. He really didn't mean killing. À rigueur, je souhaite dire que l'accusation, lorsqu'elle applique son critère eu égard aux témoins de la défense, qu'ils utilisent 2 critères différents. He was killing. 2 poids, 2 mesures, mais qu'ils ont 2 poids, 2 mesures lorsqu'ils interprètent leurs propres propos également. À titre d'exemple, regardons les documents Vasic, P60, 62, P886, une personne qui reconnaît sa participation dans certaines parties de la guerre. Les dates de ces documents ne sont pas seulement pertinentes, mais elles indiquent également, elles portent sur l'ensemble de la thèse de l'accusation les 12 et 13 juillet. Voici une personne qui a utilisé le terme de liquidation ou de meurtre dans le rapport du 13 juillet, P886. Mais non, moi, l'accusation nous dit en face qu'ils ne savent pas véritablement ce que signifie le terme de meurtre, qu'il exagérait le fait que le MOUP étaient les seuls à être impliqués avec leurs supérieurs. Il exagérait le terme de il tuait, il plaisantait dans un document officiel lorsqu'il disait le terme de tuer. Mais afin de tester la validité de leurs allégations, il faudrait qu'ils regardent ceci à l'inverse. Si vous regardez par exemple un accusé, l'interception, l'écoute téléphonique croate, plutôt que d'utiliser le terme de sélection, la personne aurait dit liquidation. Qu'est-ce que cela signifie pour un membre de la Chambre si j'arguais du fait que d'après les mêmes principes appliqués par l'accusation, il ne voulait pas dire cela, il plaisantait, cela est manipulé, cela est falsifié. Sans doute, il essayait de témoigner d'une certaine sympathie ou que ses supérieurs reconnaissent sa valeur. Cette chambre en rirait et rirait de moi si je présentais de tels arguments devant le tribunal de la Haye. Il y a donc 2 poids, 2 mesures que l'accusation souhaite utiliser. C'est ces 2 poids, 2 mesures, je crois, qui ne devraient pas être autorisés. S'il pense que Vasic n'était pas impliqué, s'il souhaite que vous pensiez que Vasic ne voulait pas dire ce qu'il a dit, ils doivent en fait... Ils empruntent cette voie-là. Il était là pendant une semaine, il attendait pour témoigner, ils l'ont ensuite retiré, avec très peu d'explications à l'appui. C'est le seul témoin qu'ils ont peut-être, mais je doute sérieusement que ce témoin aurait pu confirmer certains des éléments de preuve qui n'ont pas de sens, que nous avons entendus eu égard à M. Deronic, et qui indiquait qu'il y aurait eu une réunion avec M. Béhara, non pas à Bratunac, mais dans les bureaux du SDS. Ils n'ont pas cité ces éléments de preuve parce que ces éléments de preuve ne permettent pas d'étayer leur thèse. Ils n'ont pas cité ces personnes comme Malinic et l'interprète Faji Lutki parce qu'il y a un doute et qu'il y a une faille dans ce que M. Egbers a dit à cet égard, c'est-à-dire la présence de Béhara. L'accusation dans ces réquisitoires a sans doute ressorti dans son mémoire et remis en exergue qu'il y avait 14 témoins. Et comme nous nous y attendions, ils ont choisi plutôt la quantité que la qualité. Étant donné que je vais passer à la question des témoins spécifiques, je souhaite dire au juge de la Chambre et à l'accusation, je souhaiterais être très clair, il n'y a pas de doute et je préférerais qu'un Milan Kerkez... Je préfère entendre un Milan Kerkez plutôt que 100 de leur Momir Nikolic.
qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Je préférais une Svetlana Gavrilovitch que Mirka Tcherkitch sur une centaine de Deronitch et Dekolic et Vasic et PW 161 ou du reste toute personne de bratonnage. Le premier témoin que l'accusation a présenté est cité dans son mémoire en clôture pour mettre en exergue ou prétendre que le BHA a été impliqué dans des actions portant sur Srebrenica et GEPA sont au paragraphe 2187 et ensuite au paragraphe 2203, 2204 et 2205. In order to be fair and thorough, we must dissect. Pour être rigoureux et juste, nous devons analyser très attentivement le témoignage de tous les témoins et ensuite déterminer si ce témoin pourrait être considéré comme étant crédible et de valeur. Le bureau du procureur se repose sur seulement un témoin qui dit que Lyubisha Behara se trouvait au poste de commandement avancé après Bichevat. Ce seul témoin, cet unique témoin, ainsi que ses mémoires erronées, n'ont pas été confirmés par d'autres témoins, ni par d'autres documents ou par d'autres conversations interceptées, et même cela n'a pas été confirmé par les entrées se trouvant dans le registre de l'officier de permanence de la brigade de Zvornik. Et d'autres ont témoigné dans ce prétoire pour ce qui est du poste de commandement avancé après Bichevat. D'autres ont témoigné qui était présent avec Krstić au poste de commandement avancé après Bichevat. Les témoins de l'accusation ont témoigné dans ce sens-là. Et si ils ont cru que Boško Momčilović, pour ce qui est de Boško Momčilović, ils ont considéré qu'il pouvait avoir des éléments étayant cela. D'autres personnes présentes, lorsque M. Momčilović affirme qu'il avait vu M. Behara, il n'y a pas d'autres éléments qui étayent cela et qui émanent d'autres témoins qui étaient présents là-bas, par exemple PW 162, M. Derunich, le témoin de la défense Milenko Yevgević. Il n'y a pas de compte-rendu ou d'autres sources qui peuvent corroborer cette affirmation. Ce témoin est la seule témoin qui parle de cette date, mais ce témoin ainsi que les 9 autres témoins sur la liste de 14 de l'accusation n'est pas le seul. Lorsque vous regardez le dénominateur commun selon lequel son témoignage n'a pas été nécessaire pour corroborer cela, parce que ce fait n'a pas été corroboré ni par les documents ni par les conversations interceptées. Regardons le témoignage de Butler et ce qu'il dit pour ce qui est de l'endroit où se trouvait M. Behara. C'est l'analyste militaire de l'accusation. Certainement, il n'aurait pas menti pour ce qui est de l'endroit où se trouvait ou pas, où s'est pas trouvé Behara au poste de commandement avancé près Bichevat. Donc il n'y a pas de source raisonnable d'information qui suggérerait que Behara était là-bas. Il n'était pas là-bas et par conséquent la Chambre ne devrait pas se pencher sur ces éléments de preuve, devrait les rejeter parce que ces éléments de preuve n'ont pas corroboré le fait ou l'affirmation de l'accusation. Si cela n'est pas suffisant, regardez le témoignage du témoin de la défense qui n'a pas été réfuté et qui a dit c'est Luba Markovic. Nous avons cette conversation interceptée et cela concerne le 10 juillet où il dit que Lyubisha Behara se trouvait au corps Roumanie à Sarajevo pendant 4 ou 5 jours et qu'après cela Lyubisha Behara lui a dit de se rendre dans la zone de Krajina et cela s'applique également à la date du 10 et c'est quelque chose qu'il a dit dans cette conversation interceptée lorsqu'il a témoigné. Donc ce qu'il a dit n'a pas été contesté. Donc les informations qui n'ont pas été corroborées, qui ont été erronées et qui ont été fournies sur la base de tels souvenirs ne peuvent pas avoir un poids. Et il n'y a pas de notes, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de documents et aucun autre témoin n'a corroboré
son affirmation. La Chambre va se rappeler un autre témoin qui a témoigné ici, c'était Dragoslav Tricic. Dragoslav Tricic a dit à la Chambre, je pense qu'il y avait un problème pour ce qui est de ses souvenirs, de ses mémoires. Au début, il a dit, et cela a surpris l'accusation et la défense, il s'agissait d'un entretien, non pas d'une audience, qu'il a pensé qu'il avait peut-être vu M. Béra Potocari. Cela n'est tout simplement pas vrai. L'accusation le savait et n'a jamais contesté cela parce qu'il savait que cela n'était pas vrai. Pendant son témoignage, ce témoin a expliqué qu'il a dit cela dans un entretien intérieur parce qu'il se sentait sous pression. Il a considéré qu'il y avait une pression exercée sur lui selon laquelle il devait donc nommer tous ceux qu'il connaissait. Il savait que M. Béra avait été inculpé et tout simplement, il a parlé de lui comme étant parmi les personnes présentes là-bas. Sur votre respect, il n'y a pas de moyen de preuve crédible pour dire que M. Béra était à Potocari. Il n'y a pas de moyen de preuve crédible, et cela est certain, disant que M. Béra était au poste de commandement avancé après Bichevas. Momcilovic, je pense que si vous penchez attentivement sur son témoignage, au lieu de le mettre dans ce groupe de 14 personnes qui l'auraient vu, il a menti sous serment. Il a dit qu'en 1995-96, j'ai vu M. Béra à la télévision. Pour corroborer son affirmation de cette façon, M. Béra n'est pas apparu à la télévision. Cela a été vérifié et confirmé par l'accusation lors du contre-interrogatoire du professeur Varinari. Et finalement, pour ce qui est de M. Momcilovic, qui était cette personne de quel type de témoin il s'agissait, il était témoin qui a témoigné sur la moralité de Momir Nikolic. C'était une personne pour laquelle l'accusation même a dit qu'il disait des demi-vérités, des mensonges, mais c'est quelqu'un qui est entré dans ce prétoire pour parler du caractère, de la moralité de Momir Nikolic. Je pense que cela est suffisant pour ce qui est de ce premier témoin. Le groupe suivant de témoins de l'accusation et pour lequel l'accusation veut dire qu'ils ont corroboré leur thèse et on dit que Béra était à Bratunat du 10 au 12 juillet 1995. Ils ont identifié 4 témoins, Zlatan Celanovic, ensuite PW 161 et PW 138. Quand vous voyez ces éléments de preuve qu'ils utilisent et sur lesquels ils se fondent avec ces témoins pour les autres aspects de leur thèse, pas seulement en ce qui concerne du 10 au 12, lorsque vous voyez ces personnes telles que nous l'avons fait, je pense que la Chambre ne donnera aucun poids à leur déposition. Avec le respect, ce qui concerne Zlatan Celanovic, le premier et peut-être la question la plus importante qui se pose avec lui, c'est que l'accusation a reconnu et a immédiatement dit que Zlatan Celanovic était très mauvais en ce qui concernait les dates. Il ne parvient pas à se rappeler précisément une quelconque date de quoi que ce soit qui s'est passé. Le compte-rendu à la page 6627, où l'accusation pose la question suivante au témoin. Et je voudrais qu'on parle du moment où l'enclave de Srebrenica est tombée. Maintenant, je sais que vous avez déjà déposé et que vous ne saviez pas bien retenir les dates. C'est bien cela? Réponse est exacte. Fin de citation. Zlatan Celanovic, si vous regardez de près sa déposition, à l'évidence, n'a pas vu Luisa Béra à partir du moment du 10 au 12, tout au moins jusqu'à la soirée où par la suite il a dit l'avoir vu en juillet 1995 à Bratunat. Il admet qu'il ne retient pas bien les dates et que il est vague sur le moment où il a rencontré Béra. Comment pouvait-on mal comprendre ceci? Lorsque vous avez rencontré quelqu'un dans la matinée ou dans la soirée, certainement, je pourrais comprendre que quelqu'un dise, bon, c'était au milieu de l'après-midi, au début de la soirée, ou en fin d'après-midi.
Mais comment se peut-il de voir quelque chose d'aussi diamétralement opposé, je pense, c'était soit le matin du 12, ou soit la soirée du 12, soit la matinée du 13. Cette réunion, comme beaucoup de réunions que M. Béhara auquel il aurait été présent, où il y avait Manoyerkes, est-ce qu'il y aurait des réunions secrètes au milieu de la ville, dans des bureaux qui n'appartiennent pas aux militaires, dans des lieux où des secrétaires ou à des personnes qui entrent et qui sortent? Et on suppose qu'il y a des policiers militaires quand même à la porte, et ils peuvent entrer et sortir sans être connus. Il y a là des colonels, des lieutenants-colonels, et cependant, la seule personne qui vient déposer une personne, un témoin, qui soutient avoir vu Béhara. Rien n'étaye cette prétention de Zlatan Černović, cette réunion avec Zlatan Černović. Il n'y a aucune autre personne qui ait déposé et attesté qu'ils avaient vu Zlatan Černović avec Béhara. Comment pourrait-il y avoir à ce moment-là une minute d'une telle réunion entre Zlatan Černović et M. Béhara? Nous pouvons tirer de notre expérience personnelle, et si l'accusation le soutient, que M. Béhara ait donné un ordre à Zlatan Černović, à savoir qu'il avait besoin d'interroger et d'enquêter. Et M. Černović, effectivement, interroge et enquête auprès de certaines personnes. Et on s'attendrait à ce que certains des documents qu'il a reçus l'ordre à qui on a demandé, à qui Béhara leur a demandé de faire quelque chose, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des papiers. L'accusation est relativement marie et gênée parce que si nous acceptons la proposition selon laquelle Zlatan Černović peut être cru, bien qu'il soit seul, avec aucun document à l'appui de sa version, Butler reconnaît qu'il n'y avait rien d'illégal ou de peu convenable en ce qui concerne les demandes qui lui ont été faites dans la soirée du 12 juillet 1995 pour ce qui était de l'interroger et d'enquêter. Il pense que Zlatan Černović, il le croit, lorsqu'il soutient qu'il a vu Ljubiša Béhara le 12 dans la soirée à Bratunac seul, mais il ne le croit pas pour ce qui est de la discussion parfaitement légale que Černović soutient avoir eu. À cet égard, M. Van der Puy et l'accusation disent que M. Béhara était rusé, qu'il était rusé. Mais où est la preuve de cela? Est-ce que ça n'est pas de la manipulation, là? Est-ce que ça n'est pas de la distorsion? Quelle est la base d'une telle prétention? Il n'y en a aucune. Si votre chambre accepte la déposition de Zlatan Černović, le seul moment où il aurait été en mesure de voir Ljubiša Béhara, c'était le 12 juillet 1995 dans la soirée. Et respectivement, vous devez accepter que les choses telles qu'elles se présentent, ce que Černović soutient, Béhara lui aurait dit, vous ne pouvez pas accepter la version infondée de l'accusation que c'était un homme rusé qui essayait de tromper délibérément tout le monde en ce qui concerne le travail qui aurait eu lieu, qui devait être fait. Černović effectivement dit que le processus d'interrogation est allé de l'avant et que Béhara a dit que ces personnes seraient transportées à Kladaň. Černović a également confirmé qu'il avait parlé à une autre personne, conducteur de bus, lui disant que ces personnes seraient transportées à Kladaň. Je vous réfère à la page 6631 à 6632 et également 6641 du compte-rendu. Deuxième témoin que l'accusation mentionne pour essayer de fonder et établir que Ljubiša Béhara était présent à Bratunac, c'est un accusé, M. Ljubomir Borovčanin. Et avec tout le respect que je dois,
Monsieur Brovchanin. Personnellement, je n'ai pas d'argument contre lui. Je ne suis pas en train de prouver quelque chose contre lui. Mais vendredi dernier, lorsque vous avez pu voir ces éléments de preuve, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que dit le règlement de preuve et quel poids attribuer au fait que M. Béhara, l'équipe de défense de M. Béhara, a eu la possibilité d'examiner de près. Regardez ce que vous a dit l'accusation le 4 septembre 2009 en ce qui concerne cette déclaration lors de son audition avec tout le respect que l'on peut devoir à M. Brovchanin. L'accusation a dit « Regardez sa fausse déclaration. Il me ment. » Fin de citation. Il y a des changements radicaux par rapport à la déclaration de ce qui se trouve dans le mémoire. Fin de citation. Alors, soyons bien d'accord. L'accusation veut utiliser la déclaration de M. Brovchanin contre nous, et en même temps, il ajoute, mais on dit à la Chambre, il a menti. C'est une fausse déclaration. Il y a des changements radicaux à sa déclaration. Ces notions, ces concepts, en ce qui concerne M. Van Der Poel, ne peuvent pas coexister. Le témoin PW 138, qui est le troisième témoin que l'accusation a utilisé pour étayer sa thèse du 14, dans sa déposition, le bureau du procureur se fonde sur ce témoignage pour établir que Béhara, encore une fois, était présent à Bratunac du 10 au 12 juillet 1995. Mais regardons de nouveau, honnêtement et de bien près, ce qu'il a dit vraiment. La page 3802 du compte-rendu à 3803, nous trouvons le passage suivant, je cite, question de l'accusation, citation. Donc, prenons par exemple le colonel Béhara. Pouvez-vous nous dire, si vous savez, s'il est très dans le secteur de Bratunac avant la chute de l'enclave? Fin de citation-réponse de PW 138. Je cite. Je viens de vous dire que je ne peux vraiment pas dire si il, et on se réfère à Béhara, entre parenthèses, était ou non là avant la chute de l'enclave. En outre, le témoin P138 dit, compte rendu à la page 3803 ligne 16, tout ceci se mêle dans mon esprit, tout ceci se mélange. Je ne sais pas si je suis pas sûr d'avoir vu M. Béhara. Maintenant, tout se trouble dans mon esprit. L'accusation abandonne ce témoin pour ce qui est d'une charge concernant les réensevelissements et ne veut pas dire à la Chambre, vous devriez vous fonder sur cette déposition. Nous avons mis à l'épreuve la crédibilité de ce témoin ensuite, en vertu du fait que personne n'était venu corroborer cette prétention. Il n'existe aucun document, aucune conversation enregistrée n'a jamais été présentée qui puisse en quoi que ce soit appuyer une telle prétention. Alors, ceci évidemment est très éloquent pour le fait que l'accusation abandonne à ce moment-là la déposition de PW 138. Et ceci est très éloquent également en ce qui concerne la façon dont il considère ses souvenirs, sa déposition, sa crédibilité. Se fonder sur un témoin tel que PW 138, qui ne peut pas se rappeler quoi que ce soit avec précision et qui admet qu'il mélange les choses et qu'il reconnaît qu'il n'est pas certain, serait, comme nous l'a dit M. Van Der Poel, sans valeur, entre guillemets. Le témoin suivant, PW 161, peut-être, mais je pense certainement, un des témoins probablement les moins crédibles que votre Chambre ait entendu.
et vous est prié d'évaluer, d'apprécier. Il est clair qu'en ce qui concerne le témoin P161, il est incohérent en ce qui concerne ses auditions précédentes avec l'enquêteur Ruiz, comme vous pouvez le voir rapidement et brièvement dans notre mémoire, mais je vous donnerai également la citation qui est 9419 et 9420, pour ce qui est de la page. Ce témoin avait été cité à comparaître comme témoin de la défense dans l'affaire Blagojevich de façon à étayer une thèse ridicule qui était une prétention qu'il y avait une chaîne parallèle, une voie hiérarchique parallèle à la voie hiérarchique normale. Ce témoin avait été présenté dans l'affaire Blagojevich pour appuyer le fait que Blagojevich n'était pas présent à Bratunac et n'avait pas donné d'ordre. Ce témoin, toutefois, lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait nous dire combien de fois il avait rencontré l'équipe de Blagojevich, ne pouvait pas s'en souvenir. Il n'était pas sûr. Ce témoin et sa mémoire sélective devraient être rejetés par votre chambre. Il a reconnu à ce moment-là qu'effectivement, il avait donné 4-5 versions différentes. Ce témoin a également soutenu qu'il n'avait pas vu Momir Nikolic à cette époque-là à Bratunac, à ce moment-là. Si Momir Nikolic a raison, et s'il voit M. Béhara au centre-ville, et d'après ce que j'ai compris, il n'y a qu'une route qui conduit au centre-ville, à un jour quel qu'il soit, comment est-ce que ce témoin, de façon crédible, pourrait se présenter devant votre chambre et vous dire qu'il n'a jamais vu Momir Nikolic? Lui aussi, ce témoin, PW 161, soutient qu'il n'a pas vu Ljubislav Simic. Voilà donc une personne qui a travaillé, qui a coordonné en 1992 avec Deronjic, qui a été mêlé, lié aux meurtres, aux assassinats qui ont eu lieu à Glogova et à Bratunac dans 1992. Et maintenant, il vient devant votre chambre et il dit qu'il n'a vu aucun des auteurs principaux de ces crimes qui ont eu lieu à Bratunac en 92 ou 95. Examinez de près la déposition du témoin P161. Il a rencontré quelqu'un au restaurant Yassan. Il dit qu'il y avait M. Borovchanin, mais également Miroslav Deronjic. Il nous dit que c'était peu de temps après le massacre de Kravitsa. Voilà ce qu'a dit P161 lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il se rappelait quoi que ce soit de cette réunion et des incidents qui ont eu lieu à Kravitsa. La question avait fait référence aux incidents de Kravitsa. Et il répond à la page 9364, plus particulièrement ligne 20 à 21. On en a parlé ce soir-là, mais vraiment, je ne me rappelle pas ce que Miroslav a dit, ce que Borovchanin a dit, ce que j'ai dit. Nous avons beaucoup parlé. Alors, ce témoin sur lequel l'accusation veut se fonder et qui dit qu'il ne se rappelle pas ce qui a été discuté, après l'abominable massacre, après les meurtres qui ont été achevés à Kravitsa, il a l'audace de venir devant votre chambre et nous dire qu'il ne se rappelle pas ce dont on a parlé. Ce témoin, qui était chargé, en vertu de ses fonctions, de creuser, d'obtenir les engins de terrassement, à la fois en 1992 ainsi qu'en 1995, s'est rendu compte à quel point il était mêlé à cela en ce qui concernait sa responsabilité pénale, sa responsabilité criminelle. Il n'avait pas d'issue. Il fallait qu'il soutienne que quelqu'un d'autre lui avait ordonné de creuser à Glogova, de creuser les fosses. Alors, là encore, pour la plupart des 14 témoins de l'accusation, ce témoin ne bénéficie d'aucun élément qui puisse corroborer quoi que ce soit par un autre témoin.
il voit mystérieusement Béhara seul. Il dit bien qu'il y avait 2 autres officiers de Béhara dans la pièce. L'un était un colonel, l'autre était un lieutenant-colonel. Il soutient que Béhara était dans la pièce. Il vous dit, c'est bien commode, qui ne se rappelle pas quels étaient les noms des 2 autres personnes. Il vous dit que lorsqu'il est entré dans le bureau du SDS, Dironjic n'était pas présent, et il passe devant la secrétaire dont nous savons maintenant le nom, c'était Mirna Nikolic. Il ne se présente pas à elle, elle ne note rien le concernant, il n'y a aucun élément qui permette d'étayer ses prétentions. Il est seul, en ce qui concerne sa prétention d'avoir vu Béhara ce soir-là. Il n'est pas seul, par contre, en ce qui concerne les éléments de l'accusation contre Béhara. Lui-même, comme d'autres, comme Zlatan Jelanovic, like Egbers, like Bozo, Momchilovic, tous ont cette caractéristique. Chacun d'entre eux ont vu M. Béhara, mais seul, au milieu de la ville, au centre-ville, avec des gens qui allaient et venaient, des milliers de personnes dans des cars, sont les seuls qui le voient. Rien n'appuie cela. Il n'y a absolument aucun document du MOUP, aucun document des autorités civiles qui font que PW 161 auquel il pourrait rendre compte, et dire simplement m'a-t-on dit, on m'a demandé, on m'a ordonné, j'ai reçu l'ordre, j'ai eu une réunion avec telle personne, mais il n'y a de cela aucune preuve. Donc, lorsque vous appréciez la déposition de PW 161, vous avez à également voir et apprécier les dépositions d'une autre personne, Momir Nikolic. Momir Nikolic, ou bien s'était en quelque sorte réveillé et avait repris ses sens pour dire en partie la vérité en ce qu'elle a trait à ce plan, par rapport à ce mensonge, et de faire passer la responsabilité des meurtres à Kravica et les ensevelissements à Glogova, les faire passer sur M. Béhara. Momir Nikolic, dans sa déposition aux pages 3328, a reconnu que l'accusation, vis-à-vis de l'accusation, que P161 avait menti en ce qui concernait la participation prétendue de Béhara à Glogova. J'ai demandé à M. McCloskey, à M. Van Der Puy en particulier, bien que parle toujours M. Nichols, avec tout le respect, qui est l'une des personnes qui l'a interviewé et qui a obtenu ces renseignements au début pour nous. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché davantage à vous renseigner auprès de P161 ? Vous avez une piste là, c'est un témoin que vous avez sur votre liste, un témoin qui a accepté de faire un accord de plaidoyer, un témoin qui maintenant est en train de dire quelque chose de différent du témoin que vous avez présenté précédemment à l'audience. Est-ce qu'on ne nous doit pas cela? Est-ce que ce n'est pas une obligation pour vous? Est-ce que ça n'est pas un devoir d'être équitable et complet? Est-ce que ça n'est pas leur devoir de présenter au moins une partie de la vérité dans cette salle d'audience, dans la mesure où ça peut avoir trait à l'accusé? Le témoin P161 était mêlé au meurtre de Glogova de 1992 et aux ensevelissements. P161 était d'eux-mêmes mêlés tout au moins aux ensevelissements à Glogova en ce qui concernait les meurtres à l'entrepôt de Kravica. P161 faisait partie d'un groupe, avait un groupe très proche de personnes à qui il pouvait avoir confiance pour perpétuer une prétention fausse, une prétention selon laquelle il pense que ceci pourra d'une certaine manière l'absoudre de sa responsabilité. Sa déposition a été non seulement contredite par Momir Nikolic, sa déposition était illogique, incohérente avec d'autres déclarations que lui-même avait faites. Sa déposition n'avait été corroborée par rien du tout. C'est un témoin que l'on peut taxer d'être délibérément trompeur ou rusé, mais certainement pas M. Béhara. Passons maintenant au groupe suivant de témoins que l'accusation a présenté en l'espèce en ce qui concerne la soirée des 13 et 14 juillet 1995.
il y a 4 témoins qu'ils ont fait déposer pour appuyer leurs prétentions. 2 dont nous avons déjà parlé. Il s'agit de M. Borovchanin ainsi que de PW 161. Qui reste-t-il? 2 personnes qui ont plaidé coupables. 2 personnes qui ont reconnu et admis qu'elles avaient été mêlées aux crimes de guerre en ex-Yougoslavie. L'un d'entre eux, Miroslav Deronjic, qui a reconnu sa participation dans les crimes contre les musulmans de Bosnie à Bratunac et Glogovar en 1992, et Momir Nikolic, qui, je pense toujours encore, bien que ce soit pas très clair d'après sa déposition, a été mêlé à la tragédie qui a eu lieu dans l'enclave de Srebrenica, et des personnes qui se sont rendues par Bratunac, qui sont passées par Bratunac et Zvornik. Ce sont là les 4 personnes sur lesquelles ils se fondent. Monsieur Van der Poel était très astucieux en se moquant ou en essayant de se moquer de la défense en disant: est-ce que quelqu'un était en train de marcher là en portant un costume ou un masque de Monsieur Béhara? Non, telle n'est pas notre défense. Notre défense, c'est lorsque vous regardez au scalpel les éléments de preuve de façon équitable et de façon complète, vous trouverez que les éléments de preuve présentés par l'accusation n'ont pas de fondement et ne devraient pas être acceptés, ne devraient se voir attribuer aucun poids. La ruse, la tromperie délibérée se mêle avec Momir Nikolic et Miroslav Deronjic. Toutefois, ils n'ont même pas pu faire en sorte que leur version concorde. Et bien que ce soit des beaux-frères, qu'ils aient des liens de famille, leur déposition entre eux est incohérente, contradictoire, non fondée par d'autres, n'est pas confirmée par les écoutes téléphoniques ou les dossiers ou d'autres données. Monsieur Nikolic, c'est un menteur et qu'il le reconnaît. Il a reconnu qu'il avait menti sur des questions essentielles. Il nous a dit qu'il avait précédemment menti en ce qui concerne sa participation à Sandici ainsi que sa participation à ce qui s'est passé à l'entrepôt de Kravitsa. L'accusation vraiment se fonde sur de telles dépositions. Il admet qu'il a menti avec P161 lorsqu'ils ont essayé d'inclure et de faire passer la responsabilité sur M. Béhara en ce qui concernait les massacres à Kravitsa et Glogovar. Il l'a admis. Nous ne voulons pas, avec tout le respect, nous demandons de ne pas accepter les dépositions fausses et contraintes de M. Nikolic. Et nous vous suggérons de rejeter celle-ci. La version de Deronjic ne coïncide pas avec celle de M. Nikolic. Ce n'est pas possible parce qu'il y a un mensonge qui finalement apparaîtra. La version de Deronjic concernant la réunion prétendue dans les bureaux du SDS avec Béhara. Deronjic est décédé au moment du début de ce procès et nous n'avons pas eu la possibilité de le contre-interroger. Cette possibilité d'avoir une déposition, à notre grande déception, a néanmoins été présentée. Il n'y avait aucune preuve qui permette d'étayer ou de corroborer, d'après une source crédible, ce qu'était le point de vue de M. Deronjic ou un souvenir des événements tels qu'ils auraient pu se produire, plus précisément en ce qui concerne M. Béhara. Ce que l'accusation aurait pu faire, c'était tout au moins présenter M. Vasic, citer M. Vasic, comme je l'ai dit précédemment, s'il voulait véritablement, s'il croyait véritablement quoi que ce soit qu'avait dit M. Deronjic. M. Deronjic, tout comme Momir Nikolic, a bien admis qu'il était un menteur. Nous avons souligné et nous avons pris beaucoup de temps pour le faire dans notre mémoire, pour démontrer comment d'autres personnes considéraient la déposition et les souvenirs de M. Deronjic, mais de façon à mettre en lumière une partie de ces éléments de souvenirs et de déposition, regardez de plus près et réexaminer les déclarations de M. Deronjic. Sa crédibilité, à mon avis, pourrait être décrite comme suit. La valeur du point de vue
de médecine légale, ou la valeur du point de vue prétoire, si on l'interprète, de ces déclarations et de ces témoignages est extrêmement limitée. Aucune des chambres de première instance qui a entendu parler qui a entendu Derongi s'exprimer n'a été satisfait du fait qu'il ait été crédible ou qu'on puisse se fonder sur ce qu'il disait. Par exemple, à la chambre d'appel dans l'affaire Kirstich, tout en analysant la déposition d'Eronjic, a mis en garde tout le monde parce qu'il savait et a eu la sagesse de dire que l'accusation pouvait utiliser la déposition de M. Deronjic dans d'autres affaires, l'a mis en garde et a dit « Nous hésitons à baser une décision quelconque sur la déposition de M. Deronjic sans avoir des éléments de preuve qui puissent corroborer. » Fin de citation. Je vois que c'est presque l'heure, je ne suis pas sûr. Suis-je autorisé peut-être d'en terminer en ce qui concerne M. Deronjic ou est-ce que la Chambre souhaite... le président, non, pas du tout. Continuez, je vous remercie. En regardant de plus près tous les éléments présentés par Deronjic, ceci révèle que ces déclarations ne sont pas incomplètes seulement. Il est difficile de donner le nombre de fois où Deronjic a admis que ces déclarations antérieures étaient délibérément fausses, n'étaient pas vraies. La Chambre a également constaté dans d'autres cas que les détails de ces déclarations ne pouvaient pas être considérés comme vrais dès qu'il avait fait de faux témoignages et qu'ils n'avaient pas été véridiques dans d'autres cas. La déposition de Deronjic doit être rejetée intégralement. J'ai une question à poser à l'accusation. J'ai écrit tout ceci dans notre mémoire pour le procès. Pourquoi n'ont-ils pas essayé de concilier tout ça, de voir la logique de tout ça? Parce que là, ils sont là à se pavaner comme des pans pour nous dire nous avons 14 témoins qui soutiennent que Béhara était là depuis le 10 jusqu'au 16. Examinons les choses de très près. Leur obligation, comme c'est la mienne, lorsqu'ils veulent ne pas tenir compte des éléments de preuve, leur dire qu'ils l'ont même ignoré. Ils auraient dû dire à la Chambre comment ils considéraient en vérité la déposition de M. Deronjic, indépendamment du fait que nous n'avons pas eu la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire le concernant. La seule chose que Deronjic peut avoir dite qui était un tout petit peu vrai peut-être, c'était quand il a soutenu à P3139, c'est le numéro de la pièce, page 119-120, quand il a été interviewé par l'accusation et qu'il leur a parlé, il leur a dit, en donnant ma deuxième et ma troisième interview, je me suis mieux préparé. Bien entendu, il ne mentionne pas aucun autre témoin ne mentionne M. Béhara jusqu'au moment où, après l'affaire Kirstich a eu lieu. Mais ce témoin en particulier dit à l'accusation qu'il a consulté, il a utilisé des connaissances amicales pour retrouver la chronologie des événements. C'est peu surprenant ces liens avec ces personnes qu'il a consultées, des personnes qu'il a rencontrées de façon à pouvoir perpétuer ses mensonges. Pour ce qui est de dire qui, en fin de compte, était responsable. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'écoute qui montre que Deronjic discutait avec l'ancien président Karadzic de ce qu'il fallait faire des prisonniers de guerre. Est-ce que ceci ne dénote pas la participation de Deronjic? Est-ce que ce fait qu'il a été nommé à ce poste qui clairement révèle qu'il était responsable de ces prisonniers de guerre? Regardons la chronologie, regardons le moment où a lieu cette écoute téléphonique. 20h10, le 13 juillet, c'est la pièce P11 499. Immédiatement avant cela, non, peut-être pas immédiatement, mais c'est avant cette prétendue réunion avec M. Béhara, aucune mention par Karadzic qui va lui envoyer une source d'information secrète pour lui dire secrètement ce qu'il doit faire les prisonniers de guerre. Aucune mention dans cette conversation interceptée, aucune donnée selon lesquelles Karadzic enverra un messager, un courrier ou une personne pour dire à M. Deronjic ce qu'il doit faire des prisonniers de guerre. Karadzic, par un interprète, simplement lui dire quoi faire. Donc, mettez-les dans l'entrepôt, vous savez ce que vous devez faire. La déposition de Deronjic à cet égard, si vous regardez ce qu'il a dit les 8 et 9 juillet lorsqu'il a rencontré Karadzic, c'est qu'il avait déjà
reçu l'instruction de Karadzic de tuer les musulmans, et il avait déjà reçu de Karadzic l'instruction d'appliquer la méthode employée en Slavonie occidentale. Comment pouvez-vous concilier ceci maintenant avec cette prétendue thèse selon laquelle M. Béhara serait venu à son bureau à minuit ou à 1 heure du matin? Tout simplement, ceci est fabriqué, c'est inventé. Il a menti de façon à faire passer la responsabilité qu'il avait, à faire passer cette participation au crime qui avait été commis et était sur le point d'être commis sur les épaules de quelqu'un d'autre. Alors, comment pourrions-nous expliquer, et je suis choqué de ne pas avoir entendu cela de l'accusation, comment peuvent-ils ne pas concilier le fait que Deronjic ne veut pas que les personnes qui sont à Bratounach, mais apparemment Béhara viendrait, le verrait et lui dirait je veux déplacer ces personnes, et à ce moment-là ils auraient commencé cette discussion mystérieuse et échauffée. Pourquoi s'échauffer? Deronjic vraisemblablement veulent qu'ils s'en aillent. Béhara demande à les déplacer.